pendant que je travaillais de nuit, mon père riait, nous refusons de payer un seul centime pour ton diplôme universitaire sans valeur. J'ai remis le dossier de fraude financière à mon avocat et j'ai souri, en réalité, vous avez volé mon héritage. Le jour de mon 18e anniversaire, mes parents ont confessé calmement qu'ils n'avaient pas économisé un seul centime pour mes études supérieures parce qu'ils ne croyaient pas en mon potentiel. Ainsi, tout en cumulant 2 emplois épuisants, j'ai découvert leurs secrets financiers dévastateurs et j'ai planifié ma vengeance ultime. Le salon semblait d'une chaleur étouffante, bien que je frissonne de manière incontrôlable. J'avais exactement 18 ans, enveloppé dans une couverture en polaire délavée, luttant contre une grave infection pulmonaire qui me clouait au lit depuis 3 jours. J'avais bêtement espéré que le fait d'avoir 18 ans justifierait une petite célébration, peut-être un gâteau ou même simplement une carte posée sur ma table de nuit. Au lieu de cela, Xavier et Béatrice, j'avais arrêté de les appeler maman et papa dans ma tête depuis longtemps, m'ont convoqué au rez-de-chaussée. Béatrice était assise parfaitement droite sur le canapé beige immaculé, ajustant les poignets de son chemisier en soie. Elle ne se permettait jamais d'avoir l'air de quoi que ce soit de moins qu'impeccable, même un dimanche matin dans notre propre maison. Xavier se tenait derrière elle, les mains dans les poches de son pantalon de costume coûteux, regardant par la fenêtre comme si cette conversation n'était qu'un élément mineur de son emploi du temps de fin de semaine. « Assieds-toi, Clara » a dit Béatrice, sa voix étant dépourvue de toute chaleur maternelle. Elle ne m'a pas demandé comment je me sentais. Elle ne m'a pas offert un verre d'eau pour apaiser ma gorge irritée. Je me suis enfoncé dans le fauteuil en face d'eux, serrant davantage la couverture autour de mes épaules. « Qu'est-ce qu'il y a » ai-je demandé d'une voix rauque. Xavier s'est enfin détourné de la fenêtre. Il s'est raclé la gorge, adoptant le ton autoritaire qu'il utilisait lors de ses vagues réunions de conseil en entreprise. « Clara, comme tu le sais, tu es officiellement une adulte aujourd'hui. Et avec l'âge adulte vient une conversation nécessaire sur la réalité, spécifiquement sur ton avenir. » J'ai cligné des yeux, mon cerveau secoué par la fièvre essayant de traiter ses paroles. « Mon avenir ? Tu veux dire les inscriptions à l'université ? J'ai déjà préparé mon dossier de demande de bourse, mais j'ai aussi besoin de vos avis d'imposition. » Cela ne sera pas nécessaire, a interrompu Béatrice avec douceur. Elle a croisé les jambes, son talon aiguille accrochant la lumière du matin. Nous ne fournirons pas nos informations financières, Clara. Nous ne contribuerons pas non plus à une quelconque forme de frais de scolarité. La pièce s'est mise à tourner. Je l'ai regardée, attendant la chute de la plaisanterie, mais son visage méticuleusement maquillé est resté impassible. Que veux-tu dire ? Nous parlons de l'université d'État depuis des années. J'ai les notes nécessaires. Soyons entièrement honnêtes avec toi, puisque tu as 18 ans maintenant, a continué Béatrice, son ton étant aussi décontracté que si elle discutait de la météo. Nous n'avons jamais établi de fonds d'études pour toi. Nous en avons discuté il y a des années, et très franchement, nous ne pensions pas vraiment que tu irais loin ou que tu réussirais académiquement. Cela semblait être un mauvais investissement. Les mots m'ont frappé avec la force d'un coup physique. Un mauvais investissement. Mais, ai-je balbutié, ma voix se brisant. Mais Augustin vient d'avoir 16 ans. Vous lui avez acheté une voiture neuve le mois dernier. Vous vous êtes littéralement vanté auprès de tout le monde au cercle de l'Étoile de son compte universitaire entièrement financé. Xavier a soupiré, un son condescendant qui a écorché mes tympans. Ton frère est différent, Clara. Augustin a un esprit entrepreneurial. Il a besoin d'une base solide pour créer son réseau et construire son avenir. Toi, par contre, tu as toujours été, eh bien, désespérément moyenne, laborieuse. Il ne serait pas logique d'épuiser nos ressources pour un diplôme que tu ne finiras probablement pas ou que tu n'utiliseras pas. Je suis resté assise là, paralysée par l'audace pure de leur cruauté. Ils m'avaient regardé étudier tard dans la nuit, m'avaient regardé rapporter des félicitations qu'ils ignoraient immédiatement, et pendant tout ce temps, ils avaient discrètement parié contre moi. Ils avaient délibérément assuré mon échec pour financer l'existence confortable et privilégiée de mon frère cadet. Les larmes me montaient aux yeux, mais je refusais de les laisser couler. J'ai regardé les ongles manucurés de Béatrice puis les chaussures cirées de Xavier. L'absence absolue de leur foi en moi faisait bien plus mal que le compte bancaire vide ne pourrait jamais le faire. 2 années ont passé. 2 années épuisantes et atroces. À 20 ans, j'étais l'ombre de moi-même, entièrement consumé par la machine désespérée de la survie.
J'avais emménagé dans un appartement exigu et plein de courant d'air avec 3 colocataires quelques jours seulement après mon 18e anniversaire. Pour payer mes cours à l'Institut universitaire de technologie et garder un toit sur ma tête, je travaillais selon un horaire épuisant, serveuse dans un café de luxe de 4 heures du matin jusqu'à midi, suivi par les cours, puis des gardes du soir en tant que commis à la saisie de données dans une entreprise de logistique. Mes mains étaient perpétuellement brûlées par la machine à expresso et mes yeux brûlaient d'avoir fixé des tableurs sous les néons crus du bureau. Pendant ce temps, Augustin vivait dans une résidence privée de luxe dans une école de commerce coûteuse, entièrement financée par Xavier et Béatrice. C'était un mardi après-midi et le café était modérément occupé. J'essuyais le comptoir, mon dos hurlant de douleur, quand la cloche au-dessus de la porte a sonné. Je n'ai pas eu besoin de lever les yeux pour reconnaître le clic sec et rythmé des talons de Béatrice. Elle a glissé jusqu'au comptoir, portant un trench coat de créateur qui coûtait probablement plus cher que la totalité de mes frais de scolarité du semestre. Elle m'a regardé de haut en bas, son nez se fronçant légèrement à la vue de mon tablier taché et des cernes sombres qui pesaient lourdement sous mes yeux. Un café latte au lait écrémé, avec une touche de vanille, Clara. Et assure-toi que le lait ne soit pas brûlé cette fois-ci, a-t-elle ordonné, sans prendre la peine de dire bonjour. J'ai enregistré la commande dans la caisse, gardant mon visage parfaitement neutre. Cela fera 5 €. Elle m'a tendu un billet de 20 € neuf. Pendant que je comptais sa monnaie, elle a soupiré bruyamment, s'assurant que les clients derrière elle puissent entendre le lourd fardeau de son existence. Tu sais, Clara, ton père et moi discutions de toi hier soir encore. Nous sommes tous les deux incroyablement inquiets. J'ai marqué une pause, tenant une poignée de pièces. Inquiet de quoi? De ton attitude, a dit Béatrice, se penchant légèrement sur le comptoir. Tu as été terriblement distante ces derniers temps. Nous te voyons à peine. Tu n'es même pas venue au dîner de départ d'Augustin la semaine dernière. As-tu une idée de la pression que subit ton frère? Le recrutement de son association étudiante a été épuisant pour lui, et tu n'as même pas envoyé un message pour lui offrir ton soutien. L'illusion totale de ces paroles m'a presque fait rire. Je travaillais 80 heures par semaine pour pouvoir m'acheter des manuels scolaires, et elle s'inquiétait du fait que je n'avais pas réconforté mon frère face à l'épuisement causé par les soirées étudiantes. J'ai travaillé, Béatrice, ai-je dit froidement en lui rendant la monnaie. Elle a reculé légèrement à l'usage de son prénom, un subtil durcissement apparaissant autour de ses yeux. Il y a plus dans la vie que de servir dans les bistrots, Clara. La famille devrait être une priorité. Tu deviens si amère et isolée. C'est vraiment déplacé. Elle a pris son café et a quitté le magasin d'un pas militaire, laissant derrière elle une traînée de parfums coûteux. Je l'ai regardée partir, agrippant le bord du comptoir jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches. Il croyait sincèrement que j'étais juste une fille d'humeur changeante et distante. Il pensait que le rejet de ma personne m'avait simplement conduite à m'effacer silencieusement dans l'ombre, exactement comme il l'avait prévu. Mais ils avaient oublié un détail crucial concernant la fille qu'ils avaient négligée. Pour comprendre la profondeur de la manipulation de Béatrice, il fallait comprendre l'environnement dans lequel j'avais été élevé. Mon enfance a été essentiellement une leçon magistrale d'amour conditionnel, où les conditions étaient strictement adaptées aux bénéfices de l'ego fragile de Béatrice et à l'exigence de Xavier pour une paix absolue. Béatrice se présentait comme une conseillère en style de vie, un titre complètement fabriqué pour une femme qui passait ses journées à déjeuner avec d'autres femmes riches et à critiquer tout ce qui l'entourait. Elle n'avait jamais occupé un emploi stable de ma vie. Au lieu de cela, elle exigeait que le monde réponde à ses préférences esthétiques. Tout au long de mes années de lycée, j'étais son assistante non payée et non reconnue. Quand je voulais suivre un cours de préparation aux grandes écoles le week-end, Béatrice faisait une crise spectaculaire, affirmant qu'elle avait besoin de moi à la maison pour organiser sa vaste garde-robe et gérer les tâches ménagères parce que ses nerfs étaient tout simplement trop à vif. J'ai sacrifié mes propres activités extrascolaires pour m'assurer que sa vie se déroule sans accroc. J'ai même fait les devoirs d'Augustin à sa place pour que Xavier n'ait pas à supporter ses pleurnicheries. J'étais la colle invisible qui maintenait leur image parfaite, et ma récompense était un mépris absolu. Béatrice était une maîtresse de l'insulte subtile et destructrice. Elle se méfiait profondément de toute personne possédant l'indépendance qui lui manquait. Chaque fois que je réussissais à rassembler quelques euros en faisant du babysitting au lycée, Béatrice finissait par la prendre. Elle mentionnait alors nonchalamment que la facture d'eau de la maison était exceptionnellement élevée ou que mon appétit leur coûtait trop cher en course, insinuant fortement que je devais remettre mes gains pour contribuer.
Elle était obsédée par le contrôle financier, exigeant de moi une transparence absolue tout en restant entièrement secrète sur la richesse réelle de la famille. Elle se présentait à son cercle social comme une matriarche généreuse se sacrifiant pour les siens. Je l'entendais souvent lors de ses réceptions dans le jardin, se lamentant bruyamment auprès de ses amis sur la difficulté d'élever une fille qui luttait tant pour trouver sa voie, tout en détruisant activement chaque chemin que je tentais de construire. Mon emploi de saisie de données dans l'entreprise de logistique, bien qu'épuisant, avait un avantage distinct, il m'avait appris à retracer les pistes numériques. Je passais mes nuits à saisir méticuleusement des factures, à organiser les données de paie et à apprendre les manières complexes dont l'argent circulait, se cachait et s'accumulait. J'ai appris à lire entre les lignes des états financiers, une compétence née d'une pure nécessité. Un mardi soir tard, alors que j'étais assis seul dans mon appartement glacial, j'utilisais mon ordinateur portable pour examiner mes propres maigres relevés bancaires. J'essayais de trouver un moyen de faire durer 20 € pour 4 jours de repas. Dans un moment de curiosité amère, je me suis connecté au portail des archives départementales. Je m'étais toujours demandé combien valait réellement la maison dont j'avais été expulsé. J'ai tapé les noms de Xavier et Béatrice. J'ai fait défiler les titres de propriété et les immatriculations de véhicules, y compris la voiture de sport coûteuse d'Augustin. Mais alors, mes yeux ont capté quelque chose d'anormal. Il s'agissait d'un document juridique lourdement censuré datant de 3 ans auparavant, juste avant mon 18e anniversaire. Le type de document était répertorié comme un transfert de modification de compte fiduciaire. Je me suis penché plus près de l'écran lumineux, mon cœur commençant à marteler un rythme frénétique contre mes côtes. J'en savais assez grâce à mon travail de saisie de données pour reconnaître la structure d'une fiducie héritée. Mais Xavier et Béatrice avaient toujours prétendu que notre famille n'avait pas de richesse générationnelle, qu'ils s'étaient fait entièrement tout seuls. J'ai passé les 3 heures suivantes à recouper les registres fiscaux publics et à fouiller dans des archives municipales obscures. Pièce par pièce, une image d'une clarté horrifiante a commencé à émerger. Il y avait un compte fiduciaire, un compte massif, laissé par la défunte mère de Xavier, Marguerite Allenay, une femme décédée quand j'étais encore un nourrisson. Et selon le dépôt public original non censuré que j'ai finalement réussi à déterrer, cet argent était légalement destiné à être divisé en parts égales dans 2 comptes d'études, un pour Augustin et un pour moi. Ils n'avaient pas seulement refusé d'économiser pour mes études. Ils avaient activement volé l'avenir qui me revenait de droit pour financer la vie extravagante de l'enfant chéri. L'écran lumineux de mon ordinateur portable lourdement endommagé semblait brûler mes rétines. Je restais assise dans le silence oppressant de mon appartement glacial, le seul son étant le tambourinement erratique et frénétique de mon propre cœur contre mes côtes. J'ai lu le fichier numérisé encore, et une 4e fois. Ma respiration est devenue superficielle, rapide et saccadée. Les mots sur l'écran ne changeaient pas. Le jargon juridique ne se réorganisait pas par magie en quelque chose de moins dévastateur. Succession de Marguerite Allenay, compte fiduciaire d'études irrévocables. Bénéficiaires, Augustin et Clara, à distribuer par moitiés égales lors de l'obtention de leur 18e anniversaire. J'ai pressé la paume de mes mains contre mes yeux jusqu'à ce que des éclats de couleur explosent dans l'obscurité. L'ampleur de la trahison était un poids physique pesant sur ma poitrine, menaçant d'étouffer l'air dans mes poumons. Il savait. Chaque fois que Béatrice me réprimandait pour avoir demandé 20 € pour un manuel obligatoire, elle savait qu'il y avait un compte massif dans une banque à mon nom. Chaque fois que Xavier donnait une leçon pompeuse sur la valeur d'un euro durement gagné tout en lançant à Augustin les clés d'un véhicule de luxe, il savait qu'il volait activement mon avenir pour financer le présent de mon frère. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je ne le pouvais pas. Au moment où mon alarme a sonné à 3h30 du matin pour mon service de serveuse, je n'ai pas ressenti l'épuisement profond habituel. Au lieu de cela, j'ai senti une clarté étrange et froide s'installer dans mon esprit. Pendant 2 ans, j'avais été une victime passive de leur récit. J'avais accepté mon rôle de fille encombrante et ingrate qui n'était tout simplement pas assez intelligente ou digne de mériter leur soutien financier. Mais j'étais désormais une étudiante en comptabilité. Je passais mes jours et mes nuits à nager dans les chiffres, à réconcilier des écarts et à traquer des fonds manquants pour une entreprise de logistique. S'il y avait une chose que je comprenais avec une certitude absolue et inébranlable, c'était que l'argent laisse toujours une trace. J'ai décidé en ce matin sombre et solitaire que j'allais suivre cette trace jusqu'au bout. Pendant ma pause déjeuner à l'entreprise de logistique, je me suis enfermé dans une cabine de toilette, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à chercher une représentation juridique.
Je savais que je ne pouvais pas me permettre un taux horaire. Mon compte bancaire contenait exactement 39 €, mais je savais aussi que dans les cas de fraude financière flagrante avec une trace documentaire claire, certains avocats travaillaient au résultat. Ils prendraient un pourcentage des fonds récupérés. Il m'a fallu 4 jours d'appels, de messages vocaux laissés et de refus polis de la part des réceptionnistes avant de finalement obtenir une consultation en personne. Le bureau de maître Arthur Valence, avocat à la cour, était situé dans un bâtiment en briques modeste et banal à la périphérie de la ville. Il ne sentait pas le cuir coûteux et poli du cabinet de conseil de Xavier. Il sentait le vieux papier, le café éventé et le nettoyant pour sol au citron. Maître Valence était un homme à la fin de la cinquantaine avec des yeux fatigués, un costume légèrement froissé et un bureau enseveli sous une avalanche de chemises cartonnées. « Prenez place, Clara » a-t-il dit, désignant une chaise en bois en face de lui. Il a ajusté ses lunettes de lecture et a regardé le formulaire d'inscription que j'avais rempli dans le hall. Vous avez indiqué sur votre formulaire que vous soupçonnez un manquement à l'obligation fiduciaire concernant une succession. C'est une accusation très grave à porter contre vos propres parents. Ce n'est pas un soupçon, maître Valence, ai-je dit, ma voix étant remarquablement stable. J'ai plongé la main dans mon sac en toile usée et j'ai sorti l'épaisse pile de documents que j'avais méticuleusement imprimés et organisés à la bibliothèque publique. Je les ai fait glisser sur son bureau. C'est un fait documenté. Et j'ai apporté les preuves. Maître Valence a haussé un sourcil, visiblement surpris par ma préparation. Il a ramassé le premier document, le dépôt des archives non censurées que j'avais réussi à déterrer. Pendant 10 minutes atroces, le seul son dans le bureau était le tic-tac d'une horloge murale et le froissement du papier alors qu'il parcourait mes découvertes. J'ai regardé ses yeux aller et venir sur les pages. J'ai regardé sa posture passer d'une attention décontractée à une concentration rigide et intense. Enfin, il a posé les papiers, a enlevé ses lunettes et m'a regardé. La fatigue dans ses yeux avait été remplacée par une lueur vive et calculatrice. « Clara » a-t-il commencé, sa voix étant basse et sérieuse. Si ces registres publics sont exacts, vos parents n'ont pas seulement pris une mauvaise décision financière. Ils ont commis un acte de fraude grave. Modifier la distribution d'un compte fiduciaire irrévocable destiné à 2 bénéficiaires pour la canaliser entièrement vers un seul compte pour votre frère, cela nécessite des signatures falsifiées. Cela nécessite de mentir à un gestionnaire, et cela nécessite un effort délibéré et documenté pour vous escroquer de votre héritage légal. Pouvez-vous le prouver, ai-je demandé, agrippant les bras de ma chaise. Pouvez-vous obtenir les relevés bancaires réels, la preuve qu'ils ont signé mon nom? Si je prends cette affaire, a dit lentement maître Valence en se penchant en avant, je vais assigner les documents originaux auprès de la banque. Je vais exiger une comptabilité complète de chaque centime qui a été déplacé, dépensé ou transféré depuis le jour de tes 18 ans. Mais tu dois comprendre quelque chose. Une fois que nous aurons déposé les documents pour exiger cette comptabilité, une bombe va exploser dans ta famille. Il n'y aura pas de retour en arrière. Es-tu prête pour cela? J'ai pensé à mes mains brûlées par la machine à expresso. J'ai pensé aux nuits où je m'endormais en frissonnant parce que je n'avais pas les moyens d'allumer le chauffage. J'ai pensé au visage méprisant de Béatrice lorsqu'elle m'avait dit que j'étais un mauvais investissement. Maître Valence, ai-je dit, en le regardant droit dans les yeux. Il ne leur reste plus rien à me prendre. Allumez la mèche. L'occasion de planter la première graine de panique est arrivée plus tôt que je ne l'espérais. 2 semaines après avoir officiellement engagé Maître Valence, mon téléphone a vibré avec un message texte de Béatrice, « Augustin est à la maison pour le week-end. Nous organisons un dîner de famille formel samedi à 19 h. Tu es attendu pour aider aux préparatifs et aux services. Ne sois pas en retard et porte quelque chose de présentable pour une fois. » Un mois auparavant, j'aurais ignoré le message, invoquant un double service au travail pour éviter l'inévitable humiliation de servir de personnel de maison non rémunéré. Mais maintenant, armé de la connaissance de leur crime, l'invitation ressemblait à une opportunité parfaitement offerte. J'avais besoin de voir leur visage. J'avais besoin de tâter le terrain et de les regarder se tortiller avant que le marteau de la justice ne tombe officiellement. Je suis arrivé dans leur vaste propriété méticuleusement entretenue à 19 h précises. La maison était un témoignage de leur obsession pour les apparences, des colonnes imposantes, une allée circulaire et un intérieur lourdement décoré dans des tons froids et impersonnels de blanc et de gris. Je suis entré dans la grande cuisine à air ouverte. Béatrice se tenait près de l'îlot central en marbre, sirotant un verre de vin rouge coûteux,
pendant qu'un chef privé qu'elle avait engagé pour la soirée disposait un plateau de charcuterie élaboré. « Tu es en retard », a lancé Béatrice dès qu'elle m'a vu. Elle n'a pas regardé mon visage, ses yeux sont instantanément descendus vers mes vêtements. Je portais mon seul chemisier décent et non froissé ainsi qu'un pantalon sombre. « Et tu n'as rien trouvé de plus gai à porter ? On dirait que tu assistes à des funérailles. » La circulation était mauvaise, ai-je menti avec aisance, ne ressentant aucune culpabilité. Xavier est entré dans la pièce, frappant ses mains l'une contre l'autre. Il portait un blazer ajusté et un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Ah, la fille prodigue est de retour. Essaie de te rendre utile, Clara. Apporte ses assiettes dans la salle à manger. » Augustin est déjà assis, et il est affamé après une longue semaine d'études rigoureuses. J'ai ramassé les lourdes assiettes en porcelaine, mon esprit se rappelant que les études rigoureuses d'Augustin étaient entièrement financées par l'argent volé en mon nom. Dans la salle à manger, Augustin était affalé dans une chaise à haut dossier, pianotant sur son téléphone. Il a levé brièvement les yeux pendant que je posais son assiette. « Salut », a-t-il marmonné, sans établir de contact visuel. Il avait l'air bien nourri, reposé et totalement libéré du poids du monde. Le dîner s'est déroulé exactement comme je l'avais anticipé. C'était une représentation théâtrale où Xavier et Béatrice louaient chaque respiration d'Augustin tout en traitant mon existence comme un léger désagrément. Ils ont interrogé Augustin sur son association étudiante, ses cours et les nouveaux pneus qu'il voulait pour sa voiture. Ils ne m'ont pas posé une seule question sur ma vie. Ce n'est que lorsque les assiettes à dessert ont été débarrassées que Béatrice a de nouveau tourné son regard vif et critique vers moi. « Alors, Clara ?» a-t-elle dit, faisant tournoyer les dernières gouttes de vin dans son verre. « As-tu réfléchi davantage à trouver une véritable voie professionnelle ? Sauter d'un café à un autre et faire du travail de bureau temporaire n'est guère une base pour une vie réussie. Tu as 20 ans maintenant. C'est embarrassant de dire à nos amis ce que tu fais. » Xavier a ri, un son bas et condescendant. « Nous voulons juste que tu sois responsable, Clara. Tu dois comprendre comment fonctionne le monde réel. La culture financière est primordiale. Tu ne peux pas compter sur le salaire minimum éternellement. » J'ai posé mes mains à plat sur la table en acajou poli. Le bois semblait frais sous mes paumes. J'ai pris une inspiration lente et profonde, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce que l'air dans la pièce semble épais et inconfortable. « C'est amusant que tu mentionnes la responsabilité financière, Xavier, » ai-je dit, ma voix étant claire et portant parfaitement à travers la grande pièce. J'ai délibérément abandonné le titre de papa. Xavier a froncé les sourcils, ses sourcils épais se rejoignant. « Pardon ? J'ai dit qu'il est amusant que tu aies mentionné la culture financière, ai-je répété, maintenant un contact visuel direct et inébranlable avec lui, parce que j'ai beaucoup lu ces derniers temps sur ce sujet précis. Spécifiquement, j'ai fait des recherches sur les complexités de la gestion de la richesse générationnelle. » Béatrice a laissé échapper un petit ricanement dédaigneux. « S'il te plaît, Clara, tu as à peine réussi tes cours de mathématiques au lycée. Sur quoi pourrais-tu bien faire des recherches ? Les fonds fiduciaires, ai-je dit simplement. Le mot a flotté dans l'air, lourd et tranchant. Spécifiquement, ai-je continué en me penchant légèrement en avant, je me renseignais sur la structure juridique des comptes d'études irrévocables, comme ceux établis par une grand-mère pour ses petits-enfants. La réaction a été instantanée et incroyablement satisfaisante. La main de Xavier, qui reposait nonchalamment sur la table, a soudainement eu un spasme, renversant son verre d'eau vide. Il s'est brisé contre le parquet avec un fracas sonore et violent. Le maquillage parfaitement appliqué de Béatrice ne pouvait cacher la pâleur soudaine et frappante qui a envahi son visage. Sa bouche s'est ouverte légèrement, mais aucun son n'en est sorti. Augustin a levé les yeux de son téléphone, surpris par le bris de verre et la tension soudaine et étouffante dans la pièce. « De quoi parles-tu, Clara ? Nous n'avons pas de fonds fiduciaires. Maman et papa paient mes études de leur poche. » « Le font-ils vraiment ?» ai-je demandé, déplaçant mon regard vers mon frère, laissant un petit sourire froid effleurer mes lèvres. « Est-ce ce qu'ils t'ont dit, Augustin ?» Xavier a enfin retrouvé sa voix. Elle était plus aiguë que d'habitude, frénétique et forte. « Cela suffit, Clara. Je ne permettrai pas que tu viennes dans ma maison parler par énigme juste pour créer un drame. Tu n'as absolument aucune idée de ce dont tu parles. Tu dépasses complètement les bornes. » Vraiment, ai-je défié, refusant de reculer.
parce que d'après ce que j'ai lu dans les archives départementales, la succession de Marguerite Alnay imposait explicitement 2 bénéficiaires. 2 comptes, un devant être distribué lors de mon 18e anniversaire, et un lors du tien, Augustin. Béatrice s'est levée si vite que sa chaise a grincé bruyamment contre le sol. Tu as fouiné dans des choses qui ne te regardent pas, a-t-elle hurlé, son apparence composée se désintégrant complètement. Tu es délirante. Tu inventes des mensonges parce que tu es jalouse du succès de ton frère. Tu es malade. Si c'est un mensonge, ai-je dit, me levant pour égaler sa taille, alors cela ne vous dérangera pas que l'on demande à la banque de produire les documents de distribution originaux et signés. Je suis sûr que ma signature sur les formulaires de transfert aura l'air parfaitement authentique, n'est-ce pas? Le visage de Xavier a pris une vilaine teinte cramoisie. Sors d'ici, a-t-il hurlé, pointant un doigt tremblant vers la porte d'entrée. Sors de cette maison immédiatement. Si jamais tu reparles de ces sottises, si jamais tu essaies d'envahir les questions financières privées de notre famille, je te ferai arrêter. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends parfaitement, ai-je dit, ramassant mon sac en toile usée. J'ai regardé les trois, Xavier en train d'hyperventiler, Béatrice tremblante de rage, et Augustin me fixant avec de grands yeux confus. Mais juste pour que nous soyons tout à fait clairs, ce n'est plus une question financière privée. C'est une scène de crime. Je me suis retourné et j'ai franchi la porte d'entrée, les laissant se noyer dans le silence terrifié de leur propre création. Les retombées du dîner ont été immédiates et désespérées. Le lundi matin, j'avais exactement 14 appels manqués et 6 messages vocaux de Xavier. La progression de son ton dans les messages était une étude fascinante de la panique. Le premier message était autoritaire, exigeant que je le rappelle pour m'excuser de mon explosion hystérique. Au troisième message, il proposait de m'aider avec un petit prêt si j'avais du mal à payer mon loyer. Le dernier message, laissé à 2 heures du matin, était une menace haineuse promettant de gâcher ma vie si jamais je contactais Augustin ou mentionnais à nouveau le mot compte fiduciaire. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai transféré chaque message vocal et chaque texte directement à Maître Valence. Mon avocat a agi avec une efficacité impitoyable. Utilisant la menace d'une injonction immédiate et d'une plainte formelle auprès de la Direction générale de la concurrence et de la consommation, il a réussi à contraindre l'institution financière détenant les fonds à divulguer les dossiers internes. Lorsque je me suis assise dans le bureau de Maître Valence une semaine plus tard, la pile de papier sur son bureau était nettement plus épaisse. Tu avais entièrement raison, Clara, a dit Maître Valence, son ton étant sombre alors qu'il tapotait un dossier épais. Le compte a été établi exactement comme tu l'as déclaré, moitié pour toi, moitié pour ton frère. Le lendemain de ton 18e anniversaire, un document a été déposé à la banque autorisant le transfert complet de ta moitié vers le compte d'Augustin. Il a fait glisser une feuille de papier sur le bureau. C'était une photocopie d'un formulaire de décharge légale. En bas, sur la ligne marquée signature du bénéficiaire, se trouvait mon nom. Je l'ai regardé fixement. L'écriture était une tentative maladroite et précipitée d'imiter ma signature. Je n'ai pas signé cela, ai-je chuchoté, sentant une nouvelle vague de nausées m'envahir. J'étais malade au lit toute cette semaine-là. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas d'argent pour moi. Je sais que tu ne l'as pas fait, a dit Maître Valence doucement. C'est une contrefaçon évidente. Mais ce n'est même pas le pire, Clara. Il a ouvert un autre dossier et a étalé une série de relevés bancaires sur le bureau. Une fois que tes fonds ont été fusionnés dans le compte unique, Xavier et Béatrice ont pris le contrôle sur la gestion des dépenses éducatives, a expliqué Maître Valence en pointant diverses lignes surlignées. Ils ont utilisé le prétexte du paiement de l'école d'Augustin pour traiter l'intégralité du compte comme une caisse noire personnelle. Oui, ils ont payé ses frais de scolarité. Oui, ils lui ont acheté une voiture. Mais regarde ici. Je me suis penché, ma formation de comptable prenant le dessus pendant que je parcourais les registres. Mon sang s'est glacé. Il y avait des retraits massifs marqués comme supplément pour logement et repas qui coïncidaient exactement avec les dates où Xavier et Béatrice étaient partis en vacances de luxe en Italie l'été dernier. Il y avait des milliers d'euros siphonnés sous le libellé fournitures diverses qui correspondaient parfaitement au paiement versé à un entrepreneur de rénovation de cuisine haut de gamme. Ils vidaient systématiquement mon compte pour financer leur style de vie somptueux pendant que je comptais littéralement mes pièces pour acheter de la nourriture premier prix. Nous les tenons, Clara, a dit Maître Valence calmement. C'est une fraude irréfutable, un détournement de fonds et une falsification. Nous déposons la plainte officielle lundi.
Mais je dois te demander, comment veux-tu gérer ton frère? Il est techniquement le titulaire principal du compte maintenant. Il sera nommé dans la plainte, même s'il n'a pas orchestré la fraude. J'ai pensé à Augustin. J'ai pensé à son visage confus et paniqué à la table du dîner. Il était gâté, imbu de lui-même et inconscient. Mais je ne croyais pas vraiment qu'il savait qu'il conduisait une voiture achetée avec de l'argent volé. Laissez-moi m'occuper d'Augustin, ai-je dit, un plan se formant dans mon esprit. Je connaissais l'emploi du temps d'Augustin. Je savais que chaque jeudi après-midi, il fréquentait un café chic près de son école de commerce pour étudier. J'ai pris le bus à travers la ville, entrant dans le café avec mon tablier de serveuse délavé, venant de terminer mon service du matin. Je l'ai repéré dans un box, portant un sweatshirt de marque, faisant défiler nonchalamment son ordinateur portable. Il a levé les yeux quand je me suis glissé dans le box en face de lui. « Clara » a-t-il dit, ayant immédiatement l'air incroyablement mal à l'aise. Il a regardé autour de lui comme s'il craignait que ses amis ne le voient avec moi. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Maman et papa ont dit que tu faisais une sorte de dépression. Ils m'ont dit de bloquer ton numéro. » Bien sûr qu'ils l'ont fait, ai-je dit calmement. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai montré aucune émotion. J'ai simplement ouvert mon sac et j'ai sorti l'épais dossier rouge que Maître Valence m'avait donné. Je l'ai posé sur son clavier. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Augustin, retirant ses mains comme si le dossier était brûlant. « C'est la vérité, Augustin, ai-je dit. Et je te suggère fortement de le lire avant que la police ne se présente à ton école pour t'interroger sur ton implication dans une fraude financière. » Le visage d'Augustin est devenu livide. « Fraude ? Clara, tu me fais peur. Arrête tes délires. Ouvre le dossier, ai-je ordonné. » À contre-cœur, avec des doigts tremblants, Augustin a ouvert le fichier. Je l'ai guidé à travers chaque élément, pièce par pièce. Je lui ai montré le testament original de notre grand-mère. Je lui ai montré la signature falsifiée lors de mon 18e anniversaire. Ils m'ont dit qu'ils avaient juste fait de bons placements boursiers, a chuchoté Augustin, fixant les chiffres. Ils ont dit que la voiture était une récompense pour mes résultats. Ils ont menti, ai-je dit crûment. Maintenant, regarde les relevés de retrait. J'ai tourné la page, montrant les déductions massives. Te souviens-tu quand ils sont allés en Italie en juillet dernier? Regarde le retrait du compte 2 jours avant, 32 000 €. As-tu autorisé cela pour tes études, Augustin? Augustin a fixé la ligne surlignée. Ses yeux parcouraient rapidement la page, reconnaissant les dates de la rénovation de la cuisine, les dates où Béatrice avait acheté ses nouveaux bijoux, tout étant parfaitement aligné avec les retraits d'argent massifs du compte qui contenait mon héritage volé. J'ai regardé le moment exact où l'illusion s'est brisée. La façade de l'enfant gâté et inconscient a disparu, remplacée par une horreur véritable. Sa respiration s'est saccadée, et il a passé ses mains dans ses cheveux, serrant les racines. « Oh mon Dieu » a-t-il étouffé, ses yeux se remplissant de larmes. « Ils l'ont volé. Ils te l'ont volé, et ils ont utilisé mon nom pour le faire. » Il m'a regardé, son visage étant un masque de honte. « Clara, je te le jure, je ne savais pas. Je n'ai jamais vu les relevés bancaires. Papa gérait tout sur Internet. Je jure que je ne savais pas. » « Je sais que tu ne savais pas, ai-je dit, ma voix s'adoucissant juste un peu. Mais l'ignorance n'est plus une défense légale, Augustin. La plainte sera déposée lundi. Tu vas être convoqué. Tu as un choix à faire maintenant. Tu peux continuer à jouer l'enfant chéri et couler avec eux pour complicité et fraude, ou tu peux te tenir à mes côtés et dire la vérité. » Augustin a regardé la signature falsifiée sur le papier. Il a regardé mon visage épuisé et pâle. Il a regardé mes mains brûlées posées sur la table. Pour la première fois de sa vie, il a vraiment vu le coût de son existence confortable. Il a fermé le dossier, sa mâchoire se serrant avec une détermination nouvelle. Il a essuyé ses yeux et m'a regardé, n'étant plus un adolescent gâté, mais un jeune homme terrifié par les criminels qu'il avait élevés. « Dis-moi ce que je dois faire » a dit Augustin. Le lieu idéal pour la destruction d'une vie parfaitement fabriquée est, de manière appropriée, un endroit construit entièrement sur les apparences. Xavier et Béatrice avaient passé des mois à organiser ce qu'ils appelaient pompeusement une soirée de l'excellence académique pour Augustin. Cela se tenait dans la grande salle de réception du Cercle de l'Émeraude, une pièce vaste et opulente remplie de lustres en cristal,
d'imposantes décorations florales et de tables drapées de soie précieuse. Ils avaient invité plus de 100 convives, les clients de Xavier, les amis mondaines de Béatrice, des membres de la famille élargie et des camarades d'Augustin. C'était conçu pour être le couronnement de leur succès en tant que parents. C'était, au lieu de cela, la scène parfaite pour leur ruine absolue. Je suis arrivé à 20h pile, en plein milieu du plat principal. Je ne portais pas mon tablier de serveuse, ni le triste chemisier froissé de notre dernier dîner. J'avais pris une petite avance auprès de Maître Valence sur le futur remboursement pour acheter un tailleur bleu marine à la coupe impeccable. J'avais les cheveux tirés en un chignon professionnel. Je ressemblais exactement à l'auditrice d'entreprise que j'étudiais pour devenir. Marchant à mes côtés se trouvait un associé du cabinet de Maître Valence, un homme grand, impeccablement vêtu, tenant un épais porte-document en cuir contenant la plainte officielle, les assignations et les relevés bancaires. Les lourdes portes de la salle se sont ouvertes, et je suis entré. Le luxe immédiat, le tintement des verres en cristal, la musique douce d'un quatuor à cordes, l'odeur des plats fins et du parfum cher m'a envahi, mais cela ne m'a pas fait faiblir. J'ai ressenti un calme glacial rayonnant dans ma poitrine. J'ai marché d'un pas assuré à travers le tapis épais, me faufilant entre les tables bondées. Quelques membres de la famille ont capté mon regard, offrant des salutations confuses, se demandant pourquoi la fille à problème était soudainement apparue avec l'allure d'un procureur. Xavier et Béatrice étaient assis à la table d'honneur, sur une estrade à l'avant de la pièce. Augustin était assis à leur droite, l'air pâle dans son smoking sur mesure. Il m'a vu approcher bien avant nos parents. Sa posture s'est raidie, et il m'a adressé un signe de tête à peine perceptible. Il savait ce qui s'en venait. Nous l'avions planifié. Je me suis arrêté directement devant la table d'honneur. Le quatuor à cordes, remarquant la tension soudaine, a ralenti puis a arrêté de jouer. Un silence a commencé à se propager à travers la pièce alors que les invités se tournaient pour voir la scène. Béatrice m'a remarqué la première. Sa fourchette s'est immobilisée en plein air. Le sourire artificiel qu'elle arborait pour ses amis s'est instantanément transformé en un masque de haine pure. Clara, a-t-elle sifflé, gardant sa voix basse mais incroyablement venimeuse, « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas invité. Tu interromps un événement prestigieux. La sécurité va te faire sortir immédiatement. » Xavier s'est levé, boutonnant sa veste avec des doigts tremblants, essayant de projeter une image de calme pour ses clients assis à proximité. « Clara, ma petite » a-t-il dit d'une voix forte, forçant un ton paternel pour la galerie. « Je pense que tu es un peu perdu. Sortons dans le hall pour discuter tranquillement. D'accord? Ne faisons pas de scène. » Je ne suis pas perdu, Xavier, ai-je dit, ma voix portant parfaitement dans le silence soudain de la salle de réception. Je n'ai pas eu besoin de micro. Et nous ne sortons pas. Tu as passé ta vie entière à jouer la comédie pour ces gens. Je pense qu'il est juste qu'ils puissent voir la fin de la pièce. Sécurité, a hurlé Béatrice, ne se souciant plus de son image. Elle s'est levée, renversant son verre de vin. Une tache rouge foncée a commencé à se propager rapidement sur la nappe blanche, ressemblant à une blessure. Faites sortir cette folle d'ici. Personne n'appelle la sécurité, ai-je déclaré calmement. Je me suis tourné vers l'associé de l'avocat debout à mes côtés. Il s'est avancé et a placé le lourd porte-document directement sur la table, sur la tache de vin. Xavier et Béatrice, ai-je dit, et on sent chaque mot, vous recevez officiellement une assignation pour manquement à l'obligation fiduciaire, détournement de fonds, fraude et falsification de documents légaux. Le choc dans la salle a été immédiat. 100 invités avides de scandale se sont penchés pour ne rien rater. Le visage de Xavier est devenu livide sous la lumière des lustres. Tu n'as aucune preuve de ces mensonges, a-t-il bégayé, son assurance volant en éclats. C'est de la diffamation. Je vais te ruiner. La preuve est dans ce dossier, ai-je répondu, montrant le porte-document. Il contient les documents originaux de la succession de grand-mère, me nommant explicitement bénéficiaire. Il contient les décharges falsifiées que vous avez produites le lendemain de mes 18 ans alors que j'étais gravement malade. Et surtout, il contient les relevés bancaires prouvant que vous avez utilisé mon héritage pour payer vos vacances en Italie, votre nouvelle cuisine et les bijoux de Béatrice. Je me suis tourné vers la foule silencieuse. Pendant 2 ans, mes parents vous ont dit que j'étais un échec. Ils vous ont dit que j'étais médiocre, sans ambition et trop distante pour faire partie de la famille. La vérité,
c'est que j'ai travaillé 80 heures par semaine à servir des cafés et à saisir des données la nuit pour payer mes études, pendant qu'ils menaient grand train avec l'argent qu'ils ont volé à leur propre fille. Béatrice hyperventilait, s'agrippant à la table. Augustin, a-t-elle crié, se tournant vers son fils. Augustin, dis-leur qu'elle ment. Dis-leur à quel point ton père et moi avons travaillé. Dis-leur que c'est une calomnie. C'était le moment. Augustin s'est levé lentement. Il n'a pas regardé Béatrice. Il n'a pas regardé Xavier. Il a sorti de sa poche les clés de la voiture de luxe qu'il lui avait offerte. Le silence était tel qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Augustin a regardé son père dans les yeux. « Ce ne sont pas des mensonges, papa, a-t-il dit, d'un ton plein de dégoût. J'ai vu les comptes. J'ai vu les dates. Tu m'as menti toute ma vie. Tu t'es servi de moi pour cacher l'argent que tu as volé à ma sœur. Augustin, s'il te plaît, a supplié Xavier. Tu ne comprends pas tout. Nous l'avons fait pour toi. Vous l'avez fait pour vous, a répliqué Augustin. Il a jeté les clés de la voiture sur la table, à côté de la plainte. Le bruit du métal a résonné dans toute la salle. Je rends tout ce qui a été acheté avec cet argent, et j'ai déjà fait une déposition complète pour aider Clara. Je ne serai plus votre complice. Augustin est descendu de l'estrade pour venir se placer à mes côtés. Ce geste a définitivement prouvé leur culpabilité aux yeux de tous. Béatrice s'est effondrée sur sa chaise, pleurant de manière hystérique, son image étant ruinée devant tout ce que la ville comptait de gens influents. Xavier restait pétrifié devant le dossier. Je les ai regardés une dernière fois, brisés et démasqués, et j'ai senti le poids des 2 dernières années quitter mes épaules. Profitez bien de votre soirée, ai-je dit doucement avant de partir. Avec Augustin marchant fièrement à mes côtés, j'ai quitté le cercle de l'émeraude, laissant derrière nous leur monde d'illusions, enfin libre. La chute de Xavier et Béatrice ne fut pas rapide, mais elle fut totale. L'humiliation publique ne fut que le début. En une semaine, Béatrice fut bannie de tous les cercles sociaux et ses amis ne répondaient plus à ses appels. L'exil social qu'elle redoutait devint sa seule réalité. Les conséquences professionnelles furent graves. Lorsque le cabinet de conseil de Xavier apprit les accusations de fraude, ils mirent fin à son contrat sur le champ pour faute lourde. Sans revenus et écrasé par les frais d'avocat, Xavier fut forcé de vendre tout ce qui faisait son prestige. La grande propriété fut mise en vente. Ils durent céder les voitures, les œuvres d'art et les bijoux de Béatrice pour rembourser les sommes volées et les intérêts. Après 14 mois de procédure, Maître Valence obtint justice. Xavier et Béatrice acceptèrent un accord pour éviter la prison. Ils furent condamnés à 5 ans de mise à l'épreuve, à des travaux d'intérêt général et à la restitution totale de mon héritage. Le jour où le virement final arriva sur mon compte sécurisé, je pleurais de soulagement. Je n'étais plus une victime. Je quittai immédiatement mon travail de serveuse et l'entreprise de logistique. Je payai le reste de mes études et m'inscrivis en master de comptabilité dans une grande faculté, pouvant enfin me consacrer à mon avenir. Le plus beau fut de retrouver une véritable relation avec Augustin. Sans l'argent volé, il dut souscrire des prêts étudiants et emménager dans un petit appartement. Il trouva un emploi dans une librairie pour payer ses repas. Cela le rendit plus mature et plus fort. Nous avons pris l'habitude de nous voir pour un café chaque dimanche, dans un petit établissement sans prétention. Un an après la soirée au cercle, Augustin me tendit un petit paquet cadeau. « C'est pour ton anniversaire », dit-il avec un sourire sincère. Je sais que j'ai manqué les précédents, et je sais que ce n'est pas grand-chose, mais je l'ai payé avec mon propre salaire. Pas d'argent volé, juste mon travail. C'était une tasse avec le logo de mon université. Simple et parfaite. Merci, Augustin, dis-je en lui serrant la main. C'était la preuve que la manipulation de nos parents n'avait pas détruit notre lien. Xavier et Béatrice finirent par vivre dans un petit appartement en périphérie. Nous ne leur avons plus jamais parlé. Ils avaient choisi l'apparence au détriment de leurs enfants, et ils avaient tout perdu. J'avais commencé avec rien, je m'étais battu pour la vérité, et j'avais construit ma propre vie. Les comptes étaient enfin équilibrés, et mon avenir m'appartenait.